Bonjour à tout le monde, nous sommes ravis de vous présenter la troisième émission d'Étincelle, une émission que nous avons créée avec la mairie de Septième où nous donnons la parole à des femmes inspirantes, rayonnantes du 7e arrondissement. Qu'est-ce que c'est une femme rayonnante? On a déjà parlé lors des premières émissions. Nous connaissons toutes des femmes qui émanent une lumière particulière, une bonté, de la joie, une sécurité, une façon de s'exprimer qui donne envie d'être sa copine, en fait. Et qu'est-ce que c'est que ce truc en plus? C'est sans doute une forte confiance en soi, une connaissance, une acceptation, ce qui donne une très forte connaissance en soi. Et c'est là où Isor et moi, nous avons préparé notre coaching holistique pour mettre à jour et vous donner booster votre confiance en vous. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Vanina de Coq-Salvucci, une médecin du quartier. Elle est d'origine corse et ça fait longtemps qu'elle est installée dans les quartiers. Elle a une façon particulière d'exercer la médecine. Elle exerce une médecine globale. Et bon, c'est elle qui va nous raconter exactement en quoi ça consiste. Et en effet, elle va nous raconter aussi son parcours sur la confiance en elle et qu'est-ce que c'est pour elle la confiance en soi. Bonjour Vanina, merci beaucoup d'avoir accepté. Bonjour Myriam, bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être ici aujourd'hui. Et puis voilà, commençons peut-être pour vous demander qu'est-ce que c'est pour vous la médecine globale et quelle est votre façon d'exercer. Alors déjà, donc, je vous remercie et puis je vous félicite beaucoup pour votre projet BRIA qui est vraiment, vraiment quelque chose dans l'air du temps qui permettra à beaucoup de femmes de pouvoir construire leur confiance en elles. On y reviendra. Donc en ce qui concerne la médecine, moi je suis médecin généraliste. Je m'oriente de plus en plus vers une médecine globale. Alors c'est vrai qu'en tant que médecin généraliste, on a la possibilité, donc moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est la médecine de famille, où je peux bien placer le patient dans son environnement familial, professionnel, affectif, et ça m'aide beaucoup dans sa prise en charge. Et autant j'ai pu démarrer la médecine il y a 30 ans déjà maintenant, en faisant du SAMU, en étant sur une médecine très interventionniste, qui m'a à juste titre, puisque le thème c'est la confiance en soi, m'a aidé beaucoup à me construire et à avoir confiance en moi, parce que c'est vrai que j'étais à l'époque à l'île de la Réunion, et de partir sur des interventions un peu, des accouchements que je n'avais jamais fait en France, des accidents de la circulation, et bien quand je revenais et que j'avais pu ramener quelqu'un de vivant ou que j'avais des gratitudes de la famille après, et ben ça c'est quelque chose de fabuleux. Et moi, ma confiance en moi, je l'ai vraiment puisée dans les relations humaines, les relations avec les autres, dans mon métier. Suite à ça, effectivement, après le SAMU, je suis passée sur une période d'industrie pharmaceutique pendant 8 ans, où là aussi j'ai été mise à l'épreuve en faisant des formations à des visiteurs médicaux, en prenant des paroles en public, chose pour laquelle je n'avais jamais été formée, et ça m'a aidée aussi à me construire. Et tout ça donc m'a permis d'avoir, même dans mes moments privés, familiaux, perso, des obstacles à surmonter. C'est vrai que médicalement j'ai eu des soucis aussi de santé, j'ai mis beaucoup de temps à avoir mes 2 merveilleux enfants, donc tout ça a fait que j'ai eu petit à petit, par les obstacles de la vie, confiance en moi. Et je vois dans ma pratique de médecin généraliste à orientation globale, où je prends en compte donc les symptômes, les souffrances, et en fait j'arrive à relier le fait que véritablement il y a une dimension psychique à tout symptôme et qu'on peut très bien s'auto-détruire ou s'auto-guérir aussi. Donc c'est vraiment, je crois que la confiance en soi est importante aussi dans la santé de l'individu. Et je m'en aperçois de plus en plus. Ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on a un pouvoir très important sur notre santé. Je le crois, et je le constate. C'est ça ce que je voulais vous dire, en fait. Donc, ce que vous dites, ce qui est très intéressant dans ce que dit le docteur, c'est que finalement, vous placez le patient, non pas dans une logique de culpabilité, mais dans une logique de responsabilité vis-à-vis de sa santé. C'est-à-dire qu'on est acteur aussi vis-à-vis de son corps,
de l'énergie que l'on souhaite véhiculer en fait, parce que le corps est le véhicule d'une énergie que l'on porte à l'intérieur de soi. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est pas une fatalité. Parfois, il y a des patients qui, parce que dans la famille, il y a eu telle ou telle pathologie, c'est une fatalité d'avoir la même chose. Ben non, à un moment donné, il faut dire non. Ce qui était avant, je le laisse de côté. Moi, j'ai envie que ce soit différent. Et voilà, il faut être à l'écoute de son corps. Il faut être en bon équilibre avec soi-même, avec ce qu'on a envie de faire. Et à partir du moment où il y a cette harmonie, corps-esprit, je crois qu'il y a une bonne santé qui suit. Et même s'il y a des symptômes, il faut les analyser, pourquoi ils sont là, et on peut très bien arriver à s'auto-guérir aussi. Et justement, dans cette période de crise sanitaire, est-ce que c'est quelque chose qui a été encore plus important, peut-être, de se placer au centre de tout ça, d'essayer d'être acteur de sa santé? Oui, bien sûr, parce qu'avec la crise sanitaire, il y a eu une grande perturbation du mode de vie des gens. Ils ont perdu tous leurs repères, ils ont parfois eu un mode de vie moins sain, moins d'activité, manger moins bien, donc forcément il y a eu des conséquences là-dessus avec la crise sanitaire. Oui. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour ces personnes qui ont souffert, parce qu'à un moment vous me parlez de que bon, le Covid avait été très très sage, mais les maladies des dépression, d'angoisse, elles ont été presque aussi présentes pendant cette époque que le Covid. Oui, c'est Est-ce vrai. que vous avez des conseils, quelque chose à dire aux personnes qui peut-être souffrent de ces petites pathologies, si on peut appeler comme ça? Oui, je crois que ce qu'il faut, c'est véritablement se recentrer et avoir une grande discipline avec soi-même, surtout en cette période. Il faut se créer des repères. À un moment donné, il n'y en a plus des repères. Donc il faut vraiment avoir, par exemple en ce moment, les gens souffrent beaucoup. Moi, dans ma patientèle, j'ai énormément, au premier plan, c'est quand même de l'anxiété généralisée, c'est des problèmes de santé mentale qui arrivent au premier plan, qui le disent, ou alors c'est des symptômes, mais qui sont en lien avec ça. Ils ne s'en sont pas conscients, ils sont dans le déni, mais c'est en lien avec ça. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à avoir une grande rigueur avec soi-même. Donc, par exemple, le télétravail, c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien vécu, qui est assez difficile. Mais il faut, je dis aux patients, ce qu'il faut, c'est que vraiment vous fassiez comme quand vous travaillez. C'est-à-dire que le matin, vous vous levez, vous habillez, vous vous maquillez, vous faites joli, vous baignez. Pour vous, pour votre famille, c'est important, vous ne traînez pas en jogging toute la journée. Vous allez faire un tour dans le quartier, acheter votre baguette de pain, vous revenez, vous vous mettez à votre bureau. Là, vous travaillez. Ensuite, c'est la pause déjeuner, donc petite salade, petit plat, vous faites plaisir, même si c'est qu'une demi-heure, vous prenez le temps de manger. L'après-midi, vous travaillez. Et puis, après, quand c'est fini, on s'arrête. On s'arrête. Il y a un temps pour tout. Il faut cloisonner. Il faut cloisonner et il faut vous mettre en digital détox le soir et le week-end quand même. Il faut arrêter d'être dépendant de tous ces écrans qui font qu'il y a une perte de l'espace-temps. Ils ne savent plus, en fait. Il y a le travail qui empiète sur la vie privée. Donc, il y a des trucs du sommeil. Il y a la possibilité de ne pas sortir, donc de prendre du poids parce qu'il n'y a plus tout d'activité physique. Voilà, je crois que le conseil, c'est vraiment d'avoir une rigueur, une discipline, de cloisonner sa journée, ouais, en priorité. Voilà, en fait, ces repères dont vous parlez, en fait, sont aussi vecteurs de bien-être et de confiance en soi, parce que, en fait, ça nous permet... au travers de ces repères, il y a des routines finalement qui s'instaurent, oui, et il y a des mauvaises routines et il y a des bonnes routines. Oui. Et il y a des routines qui nous permettent finalement de nous structurer, et dans cette structure finalement d'accéder à quelque chose qui est de l'ordre de l'équilibre. Finalement, ce que vous dites, c'est finalement l'équilibre de notre corps passe aussi par l'équilibre de notre vie. Absolument. Donc, quand vous donnez tous ces conseils, c'est vrai, finalement, il faut trouver son équilibre, par exemple. Marcher peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Marcher un quart d'heure, 20 minutes. Manger à une certaine heure, voilà, parce que ça va apporter une énergie. Donc, je dirais que sauter des repas, c'est pas forcément bien. Ça dépend un peu, il faut se connaître, savoir
quelles sont les choses qui nous font du bien, et puis les organiser, les mettre au programme de la journée, au même titre que d'autres rendez-vous, et avoir aussi ces petits rendez-vous que pour soi, pour se ressourcer. Et ça, j'allais venir, c'est vrai que c'est très intéressant quand vous dites se connaître, c'est-à-dire c'est valable aussi pour son corps, c'est valable pour la confiance en soi de manière générale, c'est-à-dire que le bien-être, l'équilibre passe aussi par la connaissance de soi. Surtout. Et donc, en l'occurrence, effectivement, de son corps, c'est-à-dire qu'on sait si, par exemple, on va peut-être plus être apte d'aller marcher le matin ou le soir, de manger à telle heure. À midi, on va peut-être voir, je ne sais pas certainement les expériences que vous avez, mais il y a des gens qui digèrent peut-être mieux certaines choses à midi que le soir, etc. Et donc, ce bien-être passe par une connaissance de soi, de son corps, une écoute. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous parler justement un peu de cette écoute? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné? Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, vous êtes amené à, je dirais, éduquer, pour mettre un peu d'humour, mais pas vos patients, c'est-à-dire à essayer de les éduquer à cette écoute de leur corps? Oui, tout à fait. Moi, dans mes consultations globales, en fait, je vois justement quel est leur mode de vie, quels sont, même sur des consultations de nutrition, je fais la nutrition aussi, il faut respecter, surtout pour que ce soit durable dans le temps, changer de comportement alimentaire parfois, mais pour que ce soit durable dans le temps, il faut vraiment respecter ses goûts, sa culture. Parfois, c'est vrai que sans les origines, il faut être sur des plats. On se ressource, moi je crois beaucoup au fait que l'alimentation, c'est quand même la première des médecines, et c'est celle qui apporte une belle énergie à partir du moment où on se fait plaisir sur des choses qui... Et donc se faire plaisir, c'est aussi être sur des traditions culinaires qui font partie de notre culture, de nos racines, parce que c'est dans nos racines, je crois, qu'on puise beaucoup d'énergie aussi. Donc il faut, je leur donne des conseils par rapport à ça, à ce qu'il faut, parce que ça dépend aussi des objectifs à atteindre, des périodes de vie, ça dépend s'il y a un objectif de perte de poids, un objectif d'énergie, de retrouver de l'énergie uniquement, ou d'autres objectifs, donc c'est très variable, mais je les amène sur le fait d'écouter, effectivement, il y a des aliments qui leur font du bien, il faut faire des tests, et puis d'autres qui vont casser en énergie, qui vont, même si on les aime en bouche, ils ne vont pas être bien pour nous, donc il faut arriver à les identifier. J'ai beaucoup aimé, Vanina, quand on s'est rencontrés pour la première fois, on a préparé ce rendez-vous. Il y a des phrases que Vanina a dit qui nous ont beaucoup marqué. Il y a des concepts très intéressants, par exemple le concept de prendre un rendez-vous avec soi-même, une fois par jour. Par exemple, bloquer 10 minutes le matin, à se lever tôt, bloquer 10 minutes, ou bloquer 2 heures l'après-midi, mais prendre un rendez-vous avec soi-même. Je trouvais ça super intéressant. Oui. Ce concept d'être toute seule avec soi-même, peut-être à boire un café, à regarder le ciel, à visualiser sa journée. J'ai beaucoup aimé ce concept de visualisation de sa journée. C'est vrai que je crois vraiment que quelle est la personne prioritaire, la plus importante dans votre agenda? Eh ben c'est soi-même. Il faut vraiment, au même titre, quand les gens disent j'ai pas le temps de ceci, j'ai pas le temps de cela, d'avoir du temps pour moi, parce que je cours après des rendez-vous professionnels, mais même dans un agenda professionnel, il faut prendre un rendez-vous avec soi-même. Vraiment, c'est en se protégeant qu'on va pouvoir donner aux autres, les aider, être performants, et en retour, ils vont avoir un retour positif sur nous, parce qu'ils vont nous donner de la gratitude, de la bienveillance, et hop, ça va nous donner de l'énergie aussi. Donc il faut surtout se considérer comme être très attentionné envers soi-même, et comme on le saurait avec sa meilleure amie. Oui, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même. Oui. S'aimer soi-même, donc pas au sens, voilà, attention, j'aime pas trop ce mot, pas au sens vraiment narcissique du terme, mais au sens bienveillant. Bienveillant, tout à fait. Il y a une autre phrase que j'ai beaucoup aimée de vous, alors je l'ai notée, c'est que l'objectif de nos journées doit être de se lever déterminé et se coucher satisfait. C'est vrai. C'est ce que j'essaie de faire tous les matins. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je crois vraiment que d'abord, il faut, dans la journée, il y en a qui se lèvent vraiment au dernier moment. Moi, quand j'étais plus jeune, plutôt pas trop matinale. Et en fait, on découvre tellement des facteurs d'équilibre en se levant 10 minutes plus tôt.
mais d'avoir rien que 10 minutes le matin pour avoir les idées claires sur quelles sont les priorités de la journée, les visualiser et se dire, s'affirmer du fait qu'on va arriver à atteindre ces objectifs-là. Les choses agréables et les choses désagréables. Et donc le but c'est ça, c'est que je me dis toujours, il faut se lever vraiment déterminé et se coucher satisfait. C'est mon objectif, on essaie de le réaliser du mieux qu'on peut, mais ce petit temps d'horizon matinal personnel de 10 minutes le matin, eh bien vraiment je trouve que ça permet d'avoir une journée plus sereine, plus calme, mieux organisée. Donc je le conseille aussi. Et vous organisez l'été en Corse des rendez-vous pour justement où il y a des marches, où il y a des conseils de nutrition, où il y a un moment qui se crée pour, je dirais, laisser place à l'intériorité. Comment on trouve justement dans nos vies qui sont trépidantes mais qui peuvent être aussi assez stressantes, comment justement est-ce que c'est par des moments comme ça, des retraites où on peut partir, se retrouver, de quelle façon finalement ces moments-là sont quand même très importants pour notre équilibre? Oui, je crois vraiment que ce sont des moments très précieux. Personnellement, en fait, je suis d'origine corse et ma thérapie à moi, pour gérer mon stress, ma thérapie c'est la Corse. Donc dès que je sens que je suis un peu trop en pression, il suffit que je débarque et que je mette le pied sur le sol corse pour que là, il y ait une énergie tellurique qui me traverse. Et j'ai un attachement à la Corse qui est vraiment très viscéral. Et d'accord, je suis originaire de là-bas, côté maternel, paternel, mais à chaque fois que j'ai amené des amis, des gens en Corse, ils ressentent la même chose. Donc c'est qu'en plus, il y a vraiment quelque chose dans le sol qui nous pénètre. Et avec, dans les pratiques que je pratique aussi pour m'aider à me ressourcer, je pratique le Qigong. J'ai découvert ça grâce à Franck Gurry, qui est un professeur de Qigong extraordinaire. Et avec lui, on a eu l'idée d'organiser des parenthèses insulaires pour justement permettre, sur des courts séjours, de profiter, de se ressourcer, d'être à nouveau en harmonie avec la nature, avec les différents éléments, la forêt avec les arbres, les sentiers douaniers pour le bord de mer. Et donc ce sont des journées orientées autour de pratiques de yoga, Qigong, marche contemplative. Ensuite on fait de la cuisine ensemble, on va au marché, en cuisine, on fait des recettes très nature. Et après on agrémente ça aussi l'après-midi d'ateliers. Alors d'ateliers vraiment... il va y avoir des intervenants différents parce qu'on a plein d'idées par la suite, où il y aura des passerelles d'ailleurs avec Bria. J'espère un jour pouvoir vous accueillir au cours d'une parenthèse insulaire. Et donc des ateliers aussi autour de l'art-thérapie, autour de la musicothérapie, puisque je suis dans un village de Pigna, qui est un village vraiment très très orienté sur la musique, avec un bel auditorium où il y a des concerts toute l'année. Donc vraiment c'est un lieu qui se prête à ces... parenthèse pour que les personnes qui viennent puissent justement se ressourcer, retrouver de l'énergie, être en lien avec des pratiques douces, mais en même temps avoir du temps et un contact avec la nature qui vont leur permettre de réécouter vraiment leur petite voix intérieure, leur instinct, leur désir. Parce qu'en fait, je crois beaucoup au désir et il faut être à l'écoute de vibrations. On a toutes des modes vibratoires et il faut vibrer. Si on ne vibre pas, il n'y a pas de vie. Et il n'y a rien qui se passe. Et dans la confiance en soi... C'est un lien qui est fabuleux, parce que effectivement, dans la confiance en soi, finalement, ce qui anime ce désir, finalement, d'être en confiance, c'est nos désirs, non pas comme... finalement, ce désir-là, c'est notre pulsion de vie, c'est-à-dire c'est ce qui nous pousse à être en vie, et à avoir envie. Et c'est cette envie-là qui, lorsqu'on en prend soin, comme tout ce que finalement le docteur vient de dire, lorsqu'on arrive à prendre soin de soi et à prendre soin de ce désir de vie, que ce désir est un moteur pour se réaliser. Et forcément, en se réalisant soi, on arrive
par effet, je dirais, par caisse de résonance, à inspirer les autres, mais aussi à partager une énergie qui va amener aussi l'autre à lui-même en fait se réaliser dans ses désirs. Et le désir en tant que pulsion de vie est quelque chose dont on doit prendre soin. Parce que finalement, c'est ce qui nous permet d'honorer la vie aussi, quelque part. Et qui est en lien avec tout, c'est-à-dire notre intériorité, mais aussi notre corps. Et nous, alors moi qui suis de formation psychanalytique, on aime beaucoup dire que la maladie, c'est le mal de dire. Oui. Et que effectivement, dans ces parenthèses-là, finalement, qu'on le dise aux autres ou qu'on le dise à soi, c'est vrai que c'est des moments, parenthèse enchantée, je trouve que c'est très parlant. C'est des moments aussi où on se dit à soi des choses. Et finalement, c'est très important d'avoir ces moments-là dans la journée ou pendant des moments de repos un peu plus... qu'on décide peut-être un peu plus à l'avance, parce que j'imagine que ces parenthèses-là s'organisent un peu plus à l'avance. Mais c'est un facteur d'équilibre. Et donc la confiance en soi, c'est pas non plus juste une course, je dirais, à la réalisation coûte que coûte, et c'est véritablement, je dirais presque un mode de vie, en fait. Un chemin. Voilà, un chemin, exactement. Et c'est un chemin de confiance et presque de foi aussi en soi et en la vie. Et c'est intéressant finalement de pouvoir le laisser ce chemin en fait se faire, et en même temps mettre, comme tout ce que vous avez dit qui était très intéressant, sur ce chemin des balises, des plots qui nous permettent, qui nous encadrent en fait, qui nous servent de repères. Oui, moi je pense que le message à donner surtout aux jeunes femmes, enfin la nouvelle génération qui se trouve aussi un peu en perte de repères avec cette période de pandémie aussi, c'est que de toute façon, je ne connais pas beaucoup d'adolescents qui aient confiance en eux. Il y en a. Ni même d'adultes. Oui, oui, mais d'adolescents. Donc en fait, c'est vraiment, je crois, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit. Oui. Qui se construit avec les étapes de la vie, avec des obstacles aussi. C'est vrai que quand il y a un obstacle, il ne faut pas dire j'ai pas confiance en moi. En fait, il faut juste essayer de le surmonter. Et une fois qu'il est surmonté, pof, on gagne en confiance en soi. C'est comme un escalier en fait, et il y a des marches. Ouais. Et à chaque fois qu'on va avoir la trouille ou peur d'avancer, et ben si on avance, à chaque fois, hop, on a un niveau de confiance en soi plus important, je crois. Et je crois que c'est Simone de Beauvoir qui disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Et c'est la confiance en soi, finalement, on ne naît pas en ayant confiance en soi. Et non. Le but ultime n'est pas d'ailleurs forcément de se dire que notre vie, un jour, on aura totalement confiance en nous. C'est peut-être que la vie serait beaucoup moins intéressante, mais c'est un chemin, et c'est un chemin sur lequel, effectivement, finalement, les obstacles ou les moments aussi de joie où on dépasse certaines choses nous permettent d'accéder à, je dirais, à une fierté, finalement un équilibre, une harmonie. Une harmonie, tout à fait. Une harmonie. Voilà. Moi, je voulais vous poser une dernière question, peut-être pour conclure. Et on vous considère une femme rayonnante. Quel est votre secret pour rayonner? Merci pour le compliment. Je crois, moi, que mon secret, c'est l'audace, en fait. Et je crois que j'ai toujours eu envie justement, quand je suis animée de désir, d'aller au bout de mes désirs. Et même si, donc, je n'ai jamais pensé que quelque chose pouvait être impossible. Donc, j'ai toujours eu beaucoup d'audace. Et puis, le fait d'accepter aussi qu'on peut ne pas plaire à tout le monde. Donc, c'est vrai qu'il faut se plaire à soi-même, aller au bout de ses désirs, et puis accepter que ça puisse ne pas plaire, c'est clair. Mais je crois que c'est ça qui fait que ne rien avoir à regretter, aller au bout de ce qui nous anime, c'est ça qui doit peut-être permettre de rayonner à l'intérieur, et donc ça doit se voir à l'extérieur après, je pense. Merci infiniment. Merci à vous en tout cas. Merci pour tous ces conseils, tous ces messages d'optimisme aussi pour tout le monde, pour toutes les femmes et pour tout le monde. Le docteur Vanina Salducci, on n'en a pas parlé, mais fait beaucoup
de thérapie, vous faites de la sophrologie. Alors, moi, je ne fais pas la sophrologie, je fais en fait donc, de la nutrition, de l'homéopathie, de la phytothérapie et de l'acupuncture. Et de l'acupuncture, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on vous mettra l'adresse de son cabinet. On vous parlera, on mettra peut-être un lien s'il y a sur les diverses activités que le docteur Salvucci fait. Et puis nous, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission et on vous mettra aussi le lien si vous voulez vous inscrire aux ateliers de Bria sur la confiance en soi. On vous mettra le lien pour les inscriptions et on vous dit à très bientôt.